Ça va vous paraître très, très pragmatique par rapport à cette magnifique introduction de Nicolas Joly qui nous a amené très très loin, dans les lointains cosmiques, on va dire. Et je vais essayer déjà de caractériser l'agriculture biodynamique. Dans la salle, bien évidemment, il y a des personnes qui sont très avancées dans cette démarche et des personnes qui sont venues pour découvrir. Donc l'idée, c'est de caractériser et puis de décrire par la suite un peu ces principes. Vous savez que Rudolf Steiner, dès le départ, il avait vraiment deux intentions par rapport à ce cours aux agriculteurs. Il les a exprimées à plusieurs reprises. La première concernait l'évolution de la Terre. Qu'est-ce que cette Terre, en vieillissement, était capable de devenir? Et vous verrez que la Terre est un point de vue central. Comment la développer pour qu'elle devienne peut-être un jour un nouveau soleil. Le deuxième point de vue, c'était le point de vue qui concernait l'alimentation humaine. Vous savez qu'il s'est très souvent exprimé là-dessus, comment cette dégénérescence de l'aliment qui ne permettait plus à l'être humain de penser, d'agir en harmonie avec les forces du sentiment. Et tout ce qu'on fait avec cette agriculture, c'est vraiment orienté vers une alimentation qui puisse permettre à l'être humain un développement spirituel correct, en accord avec les forces de l'avenir. Comment caractériser cette agriculture? Pardon? D'accord. Donc, eh bien d'abord, c'est une agriculture. Comme disent nos voisins allemands, ils disent agriculture biologique dynamique. Et d'abord, ça se base sur des bonnes pratiques, les bonnes pratiques agronomiques, le savoir-faire vigneron, travailler au moment juste avec des outils appropriés, utiliser des plants qui soient accordés à votre terroir. Et ça, Dieu sait que c'est pas simple aujourd'hui. Revoir ses idées sur la taille, sur la greffe, sur la plantation des vignes. Nous aurons François Dalle qui nous parlera de ça, Guy Bossard. Et puis après, on est bio. On est bio, ça veut dire on s'intéresse à la vie, au vivant. Le respect du règlement européen sur la bio, il nous est commun avec tous les bio européens. Et s'intéresser au vivant, c'est travailler avec les substances organiques, avec les composts, avec les rotations longues, avec tout ce qui est du domaine de redonner une certaine fertilité au sol. Et puis alors, on entre dans le domaine dynamique. Le mot dynamos en grec veut dire force. Travailler avec les forces de vie, qu'on appelle communément forces éthériques. Travailler avec ces forces de sensibilité, ces forces de structuration et d'organisation. Vous savez, les forces de vie, les forces, elles ne sont pas mesurables. Chacun fait l'expérience qu'on peut avoir une énergie extraordinaire avec très peu de consommation de calories, et qu'il y a des gens qui mangent beaucoup et qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, ils restent des mous. Les forces de sensibilité, ce que Steiner appelle forces du domaine astral, en lien avec les astres, avec la périphérie. C'est des forces qu'on pratique, qu'on utilise communément dans notre vie relationnelle, avec nos amis, avec notre famille. Et l'amitié, l'amour, on n'a pas encore trouvé de moyen pour les comptabiliser. Les autres forces, on les connaît bien. Les forces qu'a évoquées aussi tout à l'heure Nicolas Joly, ces forces de la gravité, de la pesanteur, ces forces de l'électromagnétisme, de l'énergie nucléaire, elles se mesurent en Tesla, en volts, en watts, en becquerel. Et puis les forces dont on va parler, en définitive, elles sont immatérielles. Mais on peut essayer de les découvrir et de les caractériser sur ces plans, la vie, l'éthérique, la sensibilité, le monde astral, le monde relationnel, et puis ces forces d'organisation, ces forces de structuration, tout ce qui fait que nous-mêmes, nous possédons cette station droite, cette capacité de parler, cette capacité de penser. C'est avec ça qu'on veut travailler. Et dans un changement de regard vraiment d'élargir jusqu'au lointain du cosmos et d'essayer de relier ce cosmos à la Terre. Pour l'avenir, une base très solide, c'est le cours aux agriculteurs.
Et je vous invite à le fréquenter longuement, seul, en groupe. C'est une lecture quelquefois un peu ardue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 90 ans, 91 ans maintenant, en 1924, Steiner a donné un cours d'écologie générale, et qui offre des perspectives sur ce qu'on peut appeler la coévolution de l'être humain avec la Terre, le monde végétal, le monde animal, et c'était vraiment une révolution. J'essaierai dans ma conclusion tout à l'heure de parler de ça, d'évoquer ça, et de voir comment ça peut nous amener à des conséquences complètement pratiques sur les problèmes de régénération de la vigne. J'ai essayé de développer cette idée que le cours aux agriculteurs était un cours de salutogénèse. La salutogénèse, c'est vraiment un nouveau concept. Vous savez que la médecine, depuis environ 200 ans, elle s'est liée au concept de Pasteur. J'ai la chance d'habiter dans le Clunisois et je travaille régulièrement d'une part vers Arbois, dans le Jura, et d'autre part vers Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. Alors quand je vais dans le Jura, à Arbois, mes pensées vont vers Louis Pasteur. Louis Pasteur qui a marqué notre siècle avec cette idée permanente de regarder sous le microscope, sous la loupe binoculaire, d'identifier les microbes, les bactéries, les levures, et avec l'obsession de la désinfection. Il faut tuer, il faut éradiquer. Et ça imprègne totalement toute notre médecine, toute notre agriculture. Dans le même temps, Claude Bernard, né à Villefranche-sur-Saône, a développé un concept, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Malheureusement, il n'a pas fait grand-chose là-dessus. Il était un physiologiste, il avait une vue d'ensemble des problèmes, mais ceux qui travaillaient à l'époque sur vraiment cette stimulation de l'immunité, c'était plutôt les médecines complémentaires, c'était les hygiénistes, c'était les personnes comme Hahnemann qui s'intéressaient à l'homéopathie. Et on a une nouvelle donne aujourd'hui, qui est venue d'un médecin israélo-américain, Aaron Antonovsky. Antonovsky, qui était sociologue et médecin, il a essayé de comprendre pourquoi dans une population donnée, il y a des individus qui étaient résistants. Qu'est-ce qui crée l'immunité? Qu'est-ce qui donne la résistance pour un individu dans une population donnée? C'est ce concept d'une santé qui n'est jamais définitivement acquise, qui est toujours en mouvement, qu'il est intéressant d'explorer. Alors j'ai repris des données du médecin qui est responsable de la section médicale au Goetheanum. Le Goetheanum, donc, où se trouve une université libre de sciences spirituelles, où il y a une section d'agriculture, une section de sciences naturelles, de mathématiques et d'astronomie. Et puis Michaela Glöckler, qui préside cette section de médecine. Alors elle a déterminé des grands points pour l'être humain, l'individualité humaine qui s'incarne dans une famille d'accueil, qui trouve là des gènes, qui trouve un milieu particulier pour son développement, l'enfance. Et alors elle a essayé de voir, mais qu'est-ce qui crée pour cet être qui s'est incarné là l'équilibre, la santé, les facteurs de la salutogénèse. Et la première chose qu'elle évoque, c'est le lien à la dimension spirituelle de l'univers, au monde de la pensée, de l'art, de la culture, ce qui donne sens et cohérence à la vie. Elle décrit un deuxième point, plus à l'horizontale, c'est la mise en relation avec l'environnement humain. Toutes les personnes qui créent du lien dans leur famille, avec leurs amis, avec leur milieu professionnel, mobilisent des ressources de résistance. Et puis une chose plus matérielle, en définitive, il faut pouvoir avoir l'assurance de la vie matérielle, de la subsistance, d'avoir une nourriture saine, d'avoir une éducation, un logement décent, un accès aux soins. Et ça permet de développer des facultés d'adaptation. J'ai essayé de transposer ça pour le domaine agricole ou viticole. Ce qu'on a pour l'être humain, on peut en définitive, pour nous, pour la vigne, l'être de la vigne, qui s'incarne dans un cépage qui viendra dans un terroir, qui trouve un milieu particulier, une enfance particulière, souvent dramatique d'ailleurs, il faut bien le dire,
Et il est reçu par un vigneron qui tisse des liens tout à fait spécifiques avec lui. Eh bien, cet être végétal, on peut aussi essayer de provoquer un contexte de santé, de salutogénèse, de créer de l'immunité, de la résistance. Et le premier point des biodynamistes, c'est ce lien au cosmos, qui a largement évoqué tout à l'heure Nicolas Joly. Lien au cosmos par le travail avec les rythmes, sans en être prisonnier. Lien au cosmos par l'emploi des préparations biodynamiques. Nicolas a évoqué donc tout ce travail de Bernard Livegood, un travail riche qui essaye de montrer comment en fait toutes ces préparations, elles sont des incarnations de qualité, d'énergie qui viennent du monde des planètes, du Soleil bien sûr aussi, et qui viennent donc se réactiver une énergie en voie de vieillissement dans le monde terrestre. Sur le plan horizontal, mais c'est les liens à l'environnement. Comment retisser du lien? Comment volontairement recréer du paysage? L'idée d'organisme agricole individualisé qui est chère aux biodynamistes, elle crée du paysage au-dessus du sol. Comment réinsérer le monde des abeilles, le monde des oiseaux, le monde des papillons, le monde de la diversité des plantes, la diversité botanique et la diversité en dessous du sol, ce monde des racines, des mycorhizes, des larves, des vers de terre. Et là, on va retrouver encore les préparations comme des organes qui relient le tout, qui créent du lien. Et puis, il nous faut bien des moyens matériels pour travailler. Et là, il faut disposer d'un minimum d'humidité dans le sol, de moyens de régulation des maladies et des parasites. Pour l'instant, on n'est pas encore capable de renoncer au cuivre et au soufre. Peut-être que ça viendra, ou du moins en minimisant les doses. On a besoin de vivifier la terre, pas dans tous les cas, mais par la fumure, le compost, d'aider les plantes par des soins appropriés. Et là aussi, on va retrouver les préparations, la préparation bousses de cornes préparées, qui vont être des aides au développement de cette sphère terrestre. Et puis des préparations comme la prêle, par exemple, qui, elle aussi, va être capable de ramener des forces trop intensifiées qui viennent de la Lune et qui essayent de monter sur les plantes et d'y développer des maladies cryptogamiques pour les ramener dans la sphère du sol, dans la sphère où elles ont à agir. Je vais essayer de décrire quelques pistes concrètes pour ceux qui démarrent dans la biodynamique, puis les rappeler à ceux qui sont déjà avancés dans la méthode. Alors quand je dis méthode, soyez sans crainte, je ne parle pas de technique. Le chemin, méthode en grec, c'est méthodein, ça veut dire chemin, parcourir un chemin. Et c'est vraiment le cas. Il faut bien commencer quelque part. Quelquefois, on commence avec des recettes, c'est pas très grave. Et après, on entreprend un chemin personnel de développement, justement, pour essayer de saisir les arrière-plans qui animent toutes ces forces, ces êtres dont parlait Nicolas, qui sont présents à l'arrière-plan et qui suscitent la vie. Donc, créer la terre nouvelle, l'emploi de la préparation bousses de cornes, 500 préparés, le compost biodynamique qui contient toutes les préparations spécifiques. Le deuxième point, c'est d'apporter de la structure à la plante, avec l'emploi judicieux de la préparation silice de corne pour équilibrer le végétal, le rendre sensible à son environnement cosmique, favoriser les processus qualitatifs et aboutir à de bonnes maturités. Soigner la vigne avec l'emploi des extraits végétaux, donc les méthodes spécifiques de régulation de la biodynamie, les incinérations, les poivres, qui sont à mon avis pas assez employées et pas assez comprises. Qu'est-ce qu'on fait quand on utilise l'incinération d'une graine, d'un insecte? Comment est-ce qu'on entre en lien, en contact avec, en définitive, l'esprit de la plante, l'esprit de l'animal? Comment est-ce qu'on lui parle? Comment est-ce qu'on peut entrer en relation avec ces êtres qui animent nos espaces agricoles ou viticoles? Ensuite, très brièvement, je développerai un peu cette idée géniale de Rudolf Steiner quand il considère l'arbre, le cep de la vigne, comme un sol surélevé et vivifié, et les soins qu'on peut apporter à base d'argile, de bouse de vache, à l'automne, après la chute des feuilles, au printemps, avant le débourrement, sont des soins de la peau, on pourrait dire. C'est des pratiques de base biodynamiques. Régénérer dès la formation du plant. Nous aurons d'autres informations là-dessus. Nous aurons bien sûr Guy Bossard qui va nous en parler. Mais le problème est majeur aujourd'hui. Comment relocaliser la production des plants dans les terroirs? Comment pratiquer les sélections massales? Et si j'en parle, c'est avec insistance.
je connais par des amis qui sont au sein même de l'IFV les réticences, plus que les réticences, des gens qui sont des ennemis de nos sélections massales, de notre relocalisation dans les terroirs, des gens qui ne sont que critiques vis-à-vis de la bio et de la biodynamie. Il faut survivre avec ça. Et donc ça veut dire qu'il faut prendre conscience clairement pour pouvoir agir. Travailler sur le paysage et la diversité. Ça, c'est aussi, donc, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, comment aller vers une dimension d'organismes diversifiés et autonomes. Question fondamentale. Respecter au mieux les rythmes cosmiques de base, sans intégrisme. Et je vous évoquerai donc un rythme de base qui a été évoqué par Rudolf Steiner, c'est l'axe poisson vierge. Très peu de gens connaissent ça. C'est très curieux, il n'en a pas parlé pendant le cours aux agriculteurs, mais il l'a inscrit dans ses carnets de notes pour préparer le cours. Qu'est-ce qui se passe dans les polarités des saisons, le printemps, l'automne? Qu'est-ce qui se passe dans les polarités de la journée, les heures du matin, les heures du soir? Steiner a évoqué ce grand rythme comme un rythme régénérateur. Il l'a appelé l'axe thérapeutique. Dans ces horaires, dans ces moments, c'est comme si les organismes vivants étaient ouverts à des principes de régénération, de régulation, à des principes thérapeutiques. Comment utiliser et mettre à profit ces horaires? On le sait, on le connaît, on pratique. La silice de corne, le matin, dans l'impulsion des poissons, dans l'impulsion qui est liée au monde végétal, à la feuille, et puis la bouse de corne, le soir, quand on est lié au monde de la terre, au monde de la racine. Et on peut renforcer encore, avec des connaissances, ces manières de faire. Tendre vers un organisme agricole complexe, autonome et individualisé, pas seulement une collection d'animaux, de plantes, enfin une ménagerie, j'appelle ça, mais comprendre pourquoi on veut que l'animal entre en lien avec des plantes qui poussent dans un lieu. Comment est-ce que ça peut être conduit par l'individualité humaine? Et puis on verra comment, chose importante, tisser des liens, tisser des réseaux pour progresser en groupe, forger des alliances, chose indispensable aujourd'hui si on veut changer la donne en matière de viticulture. Donc premier point, comment développer le sol? En fait, c'est par là qu'on commence. Créer de la terre nouvelle, c'était un thème vraiment fondamental pour Steiner. J'aurais rappelé très brièvement que tous les sols se développent à partir de l'activité des lichens qui viennent apporter leur dynamique vivante par leurs racines en rongeant la roche. Puis ensuite les mousses viennent, des petites plantes, ici des véroniques, et on voit que c'est l'activité des plantes, l'activité des racines, cette activité photosynthétique qui a été évoquée tout à l'heure, 95% du poids de la plante, c'est en fait lié à l'énergie du soleil, au dioxyde de carbone, à la formation des sucres. Mais ce qu'on sait rarement, c'est que 50% de cette production qui vient du soleil, en fait, elle descend sous la surface du sol. Elle vient habiter le monde souterrain. Et entre 30 et 40% de l'ensemble de cette production, c'est excrété dans le sol et ça vient nourrir la rhizosphère, les bactéries, tout ce monde vivant, tout ce monde souterrain qui est capable de faire évoluer les sols. Donc les effets de cette bouse de corne préparée. La bouse de corne préparée, c'est une bouse de corne, c'est une initiative qui nous vient d'Australie, d'Alex Podolinsky, qui contient les 6 autres préparations qui sont habituellement destinées au compost. Encore une chose que je voudrais dire une fois, pourquoi 500? C'est pas un très beau mot. On devrait continuer à dire bouse de corne, mais c'est pratique. On dit 500 préparés. C'était Pfeiffer, donc, qui était un collaborateur de Rudolf Steiner, et il a dénombré simplement 500 millions de bactéries au gramme. Et ça s'est nommé 500, et ensuite les autres préparations sont venues, 501, 502, 503, mais en fait, elles sont quand même bouse de corne, silice de corne, achillée millefeuille, matricaire camomille, etc. Donc celles-ci, elles stimulent le développement des systèmes racinaires, leur verticalisation. Je ai pris appui sur des recherches, puis sur des constatations de terrain, bien sûr. Ça aide à la formation de l'humus, la structuration du sol, ça stimule la vie bactérienne, y compris la formation des nodosités chez les fabacées. Et c'est aussi intéressant parce que c'est capable de dissoudre des formations, des salinisations des sols. Et dans mes observations récentes,
J'ai même constaté que dans les sols calcaires, eh bien, cette préparation, elle est capable vraiment de ronger la roche, de la dissoudre. On va vers une dématérialisation, quelque chose qui, comme une sorte de spiritualisation de la substance, on pourrait dire. C'est des choses tout à fait étonnantes et qui n'ont aucune explication actuellement plausible pour le monde scientifique. Alors cette préparation doit être brassée, dynamisée. La dynamisation manuelle permet de se lier intimement à ce travail. La dynamisation mécanique, qui est couramment pratiquée, donne des très bons résultats aussi. L'idée, c'est ce brassage énergique avec un chaos bouillonnant. Es brodelt, dit en allemand Rudolf Steiner, ça bouillonne. Et dans une eau de bonne qualité, favorable à la vie, et tiédi, selon les indications de Steiner. L'autre soin au sol, c'est vraiment le compostage, avec ces préparations, ces 6 préparations, qui jouent un rôle spécifique de régulation, d'organisation de la vie. Ces préparations sont aussi employées, j'ai déjà cité tout à l'heure dans la bouse de corne préparée, mais aussi dans les compots de bouse, comme le compot de bouse de Maria Thune. Ces 6 préparations, la plupart d'entre elles, donc, évoluent, fermentent, dans un processus d'humification, dans un processus qui mène à la colloïdalité. J'en reparlerai tout à l'heure, dans des enveloppes animales qui sont appropriées. Donc ces composts ne sont pas nécessaires partout. Il y a des endroits où il y a des sols suffisamment fertiles pour ne point en recevoir. Et utilisés à bon escient, ils sont capables vraiment d'agir en fait, en régulant une vie, des systèmes organiques. Dans le compost, avec les préparations, on crée un rein, une rate, un foie, une vésicule biliaire. Et ça, ce n'est pas seulement destiné au compost, c'est destiné à améliorer les fonctions d'épuration pour le rein, de respiration pour le poumon, de digestion pour l'intestin, de stockage et redistribution des glucides, le métabolisme des glucides du foie. Et bien, on va faire ça, en définitive, dans le compost, dans le sol qui va recevoir ces composts. Alors, il y a beaucoup de débats sur les composts vieux, 1 an, les composts jeunes, 1 mois. Moi, j'ai pris un parti, c'est une moyenne, et il faut que les composts ils puissent développer, après la phase thermique, une microfaune et une microflore qui est très importante. C'est elle qui permet de lutter contre toutes les maladies qu'on appelle telluriques, Prémia, Rhizoctonia, Pythium, toutes les maladies du bois en définitive. Eh bien, cette flore-là, elle est bénéfique, elle ne se développe pas avant le 3e mois, elle reste assez stable jusqu'au 6e, et à partir de 6 mois, elle commence à baisser. Donc on n'a pas à faire qu'à du NPK dans le compost, on n'a pas à faire qu'à de la matière organique, on n'a pas à faire seulement à ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire cette vie complexe, on a affaire aussi à des forces de vie, forces de sensibilité et forces aussi d'organisation et de structuration. Je vais montrer ici quelques résultats des pratiques de base qui cherchent à développer le sol. Mon expérience personnelle, c'est le profil à la bêche, j'en fais beaucoup, j'en fais des centaines par an, et c'est toujours riche d'enseignements, surtout quand les personnes veulent faire des essais, c'est-à-dire mettre d'un côté, je veux voir. Et ce n'est pas interdit de voir. Vous savez que Rudolf Steiner, dans les réponses aux questions après la 4e conférence, il a vraiment donné des indications précises en disant il faut aujourd'hui faire passer les choses par des chiffres. L'état de l'époque le demande. Et comparer, vouloir avoir les clés en main. Plusieurs fois, il a cette phrase étonnante. Il faut avoir les clés en main pour pouvoir agir. Et pour ça, il faut pouvoir observer, il faut pouvoir vérifier. C'est mon point de vue. Donc, dans les sols, une des signatures biodynamiques, c'est ces petits chevelus racinaires qui sont vraiment incomparables avec ce qu'on peut observer en bio et bien sûr encore moins en conventionnel. C'est le brunissement, l'humification des sols, le développement de ces arômes, la structuration, la porosité avec une bonne gestion de l'eau dans le profil. Ça peut aller très vite, ici ça lentement, 5 années, mais des sols difficiles, des sols très argileux. On voit ici donc ce qui est resté en bio, puis ici ce qui est en biodynamie. Et vous voyez bien le brunissement. On va le voir plus en détail. Regardez, quand on grossit les images, c'est intéressant ici de voir cet aspect minéral où l'eau est mal gérée, très peu de système racinaire, et ici l'aspect grumeleux avec toutes ces petites racines, et puis qu'on voit ici, et l'humification qui s'est prononcée.
Ici aussi, c'est 5 années de travail dans des parcelles très difficiles, des limons sans argile. Il faut du temps pour agir dans ces sols. Mais là encore, c'est des sols qui ont stoppé toute érosion avec l'emploi des pratiques biodynamiques et aussi des modifications du comportement des plantes, de la qualité des vins. Vous voyez, ça c'est vraiment la signature pour moi biodynamique. Au printemps, au réveil de la végétation, on voit que la végétation elle est plus gaie, elle est plus vive que là où on n'a pas passé les préparations biodynamiques. Et puis on voit alors ce développement d'un chevelu racinaire spectaculaire. C'est lui qui va développer, qui va vivifier le sol. Alors on a ça, vous avez vu, c'était en 2 ans, là c'est en 1 an, c'est des choses assez spectaculaires. Et je vous montrerai pour finir tout à l'heure un résultat d'une expérience qui a été menée cette année en quelques mois avec des choses qui nous laissent pantois et qui sont peu digérables pour le monde de la recherche conventionnelle aujourd'hui. Mais ce sont des faits. On peut voir aussi donc dans cette image, il y a des choses différentes entre les emplois. Il y a des manières de faire qui sont sûrement plus rapides ou plus efficaces que d'autres. Nous en reparlerons. Alors, on ne m'offre pas la possibilité de déterrer des plants de vigne tous les jours. Mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe au fond, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Comment agit cette préparation sur ce végétal particulier? Comment est-ce qu'on approfondit? Alors, les salades, c'est facile à faire et c'est très révélateur. On voit ici, alors c'est une intensification, 3 applications de 500 préparés, ça fait beaucoup, mais c'est spectaculaire dans le développement racinaire, dans la manière dont la plante se lie au sol. Tout ce qu'on voit, ces racines gainées là, c'est vraiment la vie, c'est vraiment les bactéries, c'est vraiment tout ce qui est excrété par les racines qui nourrit cette vie, la rhizosphère, qui va servir de colle. Ah, on voit ça quand même sur les plants de vigne en pépinière. C'est intéressant. Regardez la finesse ici, dans la partie biodynamique, par rapport à cette grossièreté des plants qui n'ont pas reçu les préparations. Ça, c'est une photo que j'ai eue seulement la semaine dernière. C'est intéressant. Alors, c'est même pas de la biodynamie complète. C'est de la bio, mais il y a eu un trempage avant la mise en chauffe des greffés avec la valériane. Quelques gouttes de valériane. Et alors, on a un résultat, mais spectaculaire, dans le développement des racines, dans leur taille, leur longueur. Voilà, je vous montre ça parce que c'est l'essai dont je vous parlerai pour finir. Alors, deuxième point, on a parlé du sol. En général, on commence par là. C'est que Steiner considérait le système racinaire des plantes comme un système neurosensoriel. La plante vue comme un être humain renversé, avec, pour elle, sa manière de rencontrer le monde, de rencontrer l'univers, ça passe par les racines d'abord. Et le deuxième point, qu'est-ce qu'on va faire au végétal vivant? Comment est-ce qu'on va l'aider à se comporter, à aller vers plus de lévité, comme l'a exprimé tout à l'heure Nicolas? Donc la silice de corne, à partir de quartz, broyé le plus finement possible. Ça s'adresse à la partie végétative et fructifère des plantes. C'est une pulvérisation de lumière. Et on peut observer que non seulement ça aide les plantes à se structurer, mais que ça favorise vraiment l'immunité. On utilise très peu, 4 grammes par hectare, brassé durant 1 heure dans 25 à 40 litres d'eau de bonne qualité tiédie. Et on va utiliser ça en général dès la pointe du jour. Attention, jamais sur des plantes souffrant de sécheresse, c'est très important. Et la fréquence de son emploi, c'est vous qui devez l'évaluer. Est-ce que ma plante a besoin de recevoir la silice de corne? Est-ce qu'elle fatigue? Est-ce que le climat, est-ce que les conditions de l'année demandent de renforcer ou au contraire de diminuer ces apports de silice? Ça, c'est des questionnements. Il faut arriver pour vous à acquérir la sensibilité par l'observation qui est nécessaire pour voir comment ça fonctionne, comment on emploie ces préparations. Donc, quand on observe les effets de cette silice, eh bien, c'est vraiment l'architecture individualisée, les structures, les pores redressés, les couleurs lumineuses et les qualités organoleptiques et alimentaires, bien sûr. Voilà, ce port typique de la vigne, après les apex très redressés, ces feuilles qui forment la coupe. Et alors, j'aime bien montrer ça parce que cette photo, c'est un mourvèdre. Il y a des cépages qui sont très très sensibles
qui manifeste très très clairement l'efficacité des préparations biodynamiques. Le Mourvèdre en fait partie, le Merlot, le Riesling, c'est extraordinaire. Ici, vous voyez, on a affaire à c'est une expérience de gens qui travaillent en bio depuis longtemps, qui ont démarré des pratiques biodynamiques, mais qui ont voulu laisser des témoins. Et ici, on a cette brillance des feuilles, ce redressement, ce positionnement individualisé. Et j'aime bien dire, dans la vigne, on devrait pouvoir voir au travers. Leur concept de voir au travers du plan de palissage, c'est quelque chose qui pour moi est très très important. Vous voyez, ça c'est la partie qui est restée en bio, c'est à 4 mètres de la première partie. Et vous voyez ici, eh bien, c'est comme les stores vénitiens. Vous savez, hein, pof, pof. Là ici, on a quelque chose qui est pendant, le verre est mat. C'est vraiment typiquement pas biodynamique. On peut voir ça sur du Riesling bio ici. C'est un beau Riesling. Mais regardez, je ne vois pas au travers du plan de palissage. Pas plus que je ne voyais ici. Et regardez ici. Ah, la biodynamie, mais ça commence à danser. On a quelque chose qui est allégé. Et évidemment, ça a des conséquences. Ce n'est pas seulement pour l'esthétique qu'on fait ça. Ça a des conséquences sur le plan phytosanitaire, sur le plan de l'oïdium, du botrytis, de la maturité des grappes, etc. Ici, le pinot, le pinot, quelquefois, il accueille très très bien. On voit au moment de la récolte ces feuilles très redressées, on pourrait dire. Alors j'ai pris un exemple qui est intéressant et qui n'est pas dans la vigne. Ça, c'est de la courge de Chine, du potimarron bio, et ça, c'est biodynamique. Alors, regardez les couleurs, regardez le style, le port des feuilles. Ici, c'est les noirs bleutés. Vous voyez, ça, c'est la charge en azote. Puis regardez ici, la beauté du feuillage, le style foliaire, le comportement, tout à fait différent. Alors là, ici, on va tomber dans les tomates. Ça, c'est de la tomate végane. J'ai fréquenté cet été des véganes, des gens qui veulent utiliser rien du tout qui vient du monde animal. Et alors, c'est très rigolo parce qu'ils ont des plantes qui sont extrêmement alourdies. Ils emploient des fumures très importantes à base de maïs en granulés, de soja, etc. Aucune fumure animale. Ils n'ont quasiment pas d'enracinement correct sur leurs plantes et ils ont des plantes très alourdies. Puis à côté, le lendemain, on était chez quelqu'un qui travaille en biodynamie. Et vous voyez ici, là, on a un style, quelque chose qui est complètement différent. On voit encore au travers du plan de palissage. Regardez le comportement des feuilles, regardez la légèreté. Et alors ce qui est curieux, c'est que cette femme, tous les matins, elle arrose tout ça par le dessus. Et on n'a pas droit au cuivre en maraîchage, en biodynamie. Comment est-ce qu'elle fait pour maintenir cette santé? Elle a un emploi très rigoureux, très soigné des préparations biodynamiques, très intensif. Dans le maraîchage, on peut, beaucoup plus que pour les plantes pérennes, mais c'est quand même assez spectaculaire. Donc, on peut voir beaucoup de qualités, beaucoup d'effets, la silice de corne, depuis l'équilibre de la vigueur, le redressement, la flexibilité, la résistance aux maladies qui est accrue, les meilleures maturités phénoliques, l'augmentation des arômes et de la concentration du vin. Un deuxième pas, après l'emploi de ces préparations de base, c'est l'emploi soit des plantes des préparations, soit de tas d'autres plantes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, pour aider la vigne à assurer un développement meilleur. Une grande plante, c'est la valériane. Valériane, tout à l'heure, vous avez entendu dire comment elle était cette relation avec la sphère de Saturne. La sphère qui met en relation notre monde planétaire du système solaire avec le monde des lointains cosmiques, le monde stellaire, le monde qui contient les archétypes des plantes. Et elle est capable de vraiment limiter les stress de la vigne dus aux irrégularités du climat. Elle joue un rôle assez spectaculaire dans la réduction des entrecœurs et des grappillons secondaires quand on emploie la valériane au moment du rognage. Et elle a un effet extraordinaire sur les gelées de printemps et surtout sur la grêle. Et je vais vous montrer juste quelques photos qui sont de cette année, très intéressantes. Après grêle, pas celle-ci, ça va trop loin. Voilà, donc c'est un bilan de l'emploi
de valériane, un petit peu de calendula, de l'arnica, de la propolis et la silice de corne après grêle dans les côtes du Rhône. Des grêles dévastatrices. Vous voyez ce qui reste ici comme raisin, une catastrophe. Et le 21 juillet, c'est très tard en saison, mais qu'il reste très peu de choses. Et ici, vous voyez le 20 septembre, une vigne réhabilitée. Une dizaine de jours après ce passage de ces substances à très très faible dose, 5 millilitres par hectare de valériane, quelques gouttes de calendula d'arnica, et c'est reparti. Et vous voyez ici, le 9 octobre, les vignes en biodynamie, ici, et les vignes du voisin, en conventionnel, ça n'a rien à voir. Donc, prévision de début de saison, 12 000 hectolitres, récolte pléthorique. Après la grêle, prévision de 400. Et après valériane, arnica, calendula et silice, 850 à 900 hectolitres en cave aujourd'hui. C'est des chiffres, c'est très matériel ce que je vous dis là. Mais ça, il faut, pour continuer à survivre, il faut quand même que le portefeuille du vigneron se remplisse. Et ça, il faut utiliser aussi les préparations dans ce sens-là. L'aquilée, une plante géniale, une plante fantastique par sa beauté. Et l'alliance que Steiner a fait avec la vessie du cerf, ses relations avec le monde de Vénus, le monde de la régénération, de l'épuration des substances, c'est aussi quelque chose qui a un lien avec le métabolisme du potassium. Et ça, on peut le voir avec des très petites doses, 5 grammes par hectare, un brassage de 20 minutes, et on lève ces carences. Et là, on n'est plus dans le domaine de la substance. On n'apporte pas du potassium. On permet au potassium de se manifester de manière correcte dans la plante. Beaucoup de plantes, je vais passer. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah, ça va. Donc, beaucoup de plantes importantes. L'ortie, la prêle des champs, l'osier, toutes les plantes des préparations, bien sûr, mais bien d'autres qui sont possibles. Et là, vous verrez peut-être avec la conférence de Jean-Michel demain, comment arriver à reconnaître par l'observation goethéenne des plantes, mais comment celles qui sont dans le moment peuvent vraiment devenir un trésor thérapeutique, mais il faut pour ça rencontrer pas les molécules qui sont présentes dans la plante, mais qu'est-ce que c'est le geste, le savoir-faire, la sagesse de la plante, l'esprit de la plante. Et ça demande tout un travail de compréhension. Une grande plante qui a été citée par Steiner dans le cours d'agriculteur, c'est la prêle. On l'appelle quelquefois préparation 508. Elle a un rôle... Alors, Equisetum arvense, les autres prêles ne fonctionnent pas. Malgré ce qu'on raconte quelquefois dans la littérature, j'ai moi-même fait des expérimentations pour savoir que ça ne fonctionne pas. Alors là, c'est encore une chose mystérieuse. Comment est-ce que 100 grammes de prêle par hectare, passé aux intersaisons, et particulièrement la semaine avant Pâques, la semaine où les forces lunaires sont encore les plus actives, avant que ces forces solaires, qui ont été évoquées tout à l'heure, viennent dominer le ciel, eh bien là, on peut calmer ce jeu des forces lunaires, les renvoyer dans le sol. C'est ça l'action de la prêle. Et on voit que ça joue, ça fait que ce qu'a reçu la prêle, on a un retard de germination des oospores, et il y a moins d'oospores qui germent. Ça, c'est 2011. Ça, c'est 2012, pareil, sur 2 sites. Ça, c'est 2013. Vous voyez, on a toujours ces retards de germination. On est vraiment dans quelque chose qui est quand même étonnant. 100 grammes. Et quand vous avez fait cette décoction, eh bien, il reste quoi dans la décoction? Une fois que vous avez filtré, vous avez enlevé la plante, il ne reste rien. Ça va être répandu sur 1 hectare, et ce jeu en roule qu'on peut prouver par des recherches méthodiques. 2014, même tendance. Vous voyez, les gains de temps, 7 jours, 3 jours, 9 à 13 jours selon les sites, dans la maturation des œufs de mildiou qui sont retardés. Et là, il faut revenir à Colisco. Colisco, disponible en langue allemande, en langue française, qui sera bientôt disponible en français. Tous les ans, j'annonce ça, mais on a du mal. Il est traduit complètement. Il faut qu'on fasse un travail de relecture, de correction et d'édition. C'est un livre génial. C'est vraiment... c'était une collaboratrice de Steiner et qui a apporté, et qui est encore capable d'apporter quelque chose de fondamental pour la biodynamie. Ce n'est pas un vieux livre, pas plus que le cours aux agriculteurs n'est un vieux livre. D'ailleurs, les gens qui nous critiquent quelquefois là-dessus, en disant « Oh là là, votre truc, vous avez de la littérature qui date !» Et eux, ils en sont où? Ils en sont à Liebig, mais c'est encore 100 ans en arrière. Ils en sont à gérer tous les processus par
une démarche analytique, rationaliste, cartésienne, encore un siècle plus tôt. Et ils ont d'ailleurs oublié de lire Descartes, parce que s'ils avaient lu Descartes, ils verraient que Descartes c'était qu'un aspect de sa pensée, la pensée méthodique de disséquer les problèmes en les plus petites parties qui soient pour mieux pouvoir les analyser. Il avait un autre discours, beaucoup plus spiritualiste cette fois, mais on oublie facilement. Donc Colisco, pour revenir à ça, elle a montré, et c'est intéressant, que la prêle, en tant que décoction, elle est peu active dans les morphochromatographies, alors qu'une fois qu'elle a fermenté, eh bien, elle a une efficacité intéressante. Elle a montré aussi qu'on pouvait travailler avec des dilutions, la D8, la D27, et c'est curieux, on n'avait pas bien lu le cours aux agriculteurs. Si vous le lisez vraiment soigneusement, dans le cours Steiner, il dit que la prêle, elle doit s'employer comme purin, c'est-à-dire ayant fermenté. Il reste beaucoup d'expérimentations à faire là-dessus pour valoriser nos produits. On mène des expériences aujourd'hui avec Dioscorea batata, la racine, la Lichtwurzel, la racine de lumière, qu'a évoqué Steiner comme une plante qui serait extrêmement importante à l'avenir pour la nutrition humaine et pour l'agriculture. Et on fait pas mal d'essais très intéressants. Et vous voyez, on voit que dans les vignes où on fait ces essais, on a encore des qualités renforcées. Ça va au-delà de ce que procure simplement la silice. Ça a reçu peut-être 8 passages de prêle chaque semaine, quoi. Mais pas de cuivre, pas de soufre. Et on est allé jusqu'à la récolte sans perte de récolte, mais avec une chute foliaire quand même importante en fin de saison. Vous voyez, ces brillances de feuilles, tout à fait extraordinaires. Alors j'ai montré sur pommes de terre, c'est plus facile à voir quelquefois. Regardez ici, c'est le témoin. Puis vous voyez ici, là, est-ce que vous voyez le style foliaire? Est-ce que vous voyez comment les feuilles se comportent? Ici, c'est le même régime biodynamique de base. Mais on a passé ici l'alliance avec la décoction de prêle fermentée avec cette racine de lumière. Et je reviens en arrière. Vous voyez ici comment les feuilles sont relativement plates et on gagne un style différent. J'ai évoqué ça tout à l'heure, c'est aussi dans les méthodes biodynamiques, à mon avis importantes. Je mène quelques expérimentations à ce sujet qui sont spectaculaires et je pense qu'aujourd'hui, face aux problèmes qui nous assaillent, depuis la drosophile Zucchi, tout le problème de la flavescence dorée, est-ce qu'on n'a pas là des choses à jouer, à expérimenter de manière importante? Pratique des badigeons, encore une autre pratique biodynamique, badigeons à base d'argile, de prêle, de bouse de vache. Et Steiner voyait ce cèpe, donc ces plantes, toutes les plantes arbustives, les arbres, comme des sols surélevés. Et il voyait le cambium comme une sorte de racine souterraine, et il faut donner à ces écorces, à ces cambiums, des soins, comme on soigne le sol. Dans le sol, on veut créer du complexe argilo-humique ou organominéral, et bien là, on va essayer de créer une peau, quelque chose qui va permettre à ces forces qui viennent des planètes suprasolaires, Mars, Jupiter, Saturne, et qui passent par le détour du sol, de bien remonter dans les plantes. Alors, j'ai encore 2 thèmes à traiter. Le thème que reprendra Georg Meissner tout à l'heure, donc sur l'organisme agricole, et probablement aussi sur la dégénérescence. Tu vas parler de ça, Georg? Un petit peu. Tu compléteras. En tout cas, aujourd'hui, on est dans une situation de la viticulture qui est quand même problématique, et quasiment dans tous les pays du monde. Avec, on voit que des vieilles vignes qui ont des vigueurs, des qualités formidables, et puis des jeunes vignes où, malheureusement, beaucoup de pieds meurent, des maladies du bois, des maladies qu'on peut appeler de dégénérescence. Donc ce travail-là, c'est comment pratiquer dès la pépinière, comment revoir les conditions de greffage, prendre des précautions à la plantation. François Dalle nous en parlera. Mais il faut s'intéresser à ce qu'a dit Steiner dans le cours. Dans le cours, il a évoqué ce problème à plusieurs reprises. Et puis aussi dans les conférences qu'il a données pour les ouvriers qui construisaient le Goetheanum, dans le cours Entretien sur les abeilles. Il a essayé d'évoquer comment on avait dû américaniser la vigne européenne après l'introduction du phylloxéra. Et ils ont fait une critique assez violente. Et il dit on n'avait rien compris au rythme cosmique. Et je crois qu'on n'a encore rien compris non plus en ce moment.
Mais il y a un travail gigantesque à faire, un travail qui demande de mobiliser des forces à l'échelle régionale. On ne va pas sauver ces choses-là avec des décisions nationales, on va faire avec des choses locales. La réorganisation, la relocalisation de la vigne, c'est quelque chose qui doit se faire dans le cadre de ce que j'appellerais des organismes agricoles individualisés, locaux, régionaux, de la petite région. J'y reviendrai. Ah oui, comment travailler il y a des champenois ici qui reconnaissent peut-être ce paysage de Champagne. Comment apporter de la diversité dans ces océans de vignes, hein. J'aime montrer ce dessin au tableau de Rudolf Steiner pendant le cours aux agriculteurs. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il a mis en relation, ici, tout ce qui se passe dans le sol. Les racines communiquent entre elles. Comment elles communiquent? Mais aussi aujourd'hui, c'est les mycorhizes, le réseau des mycorhizes qui est capable de s'étendre sur des milliers d'hectares. Donc on voit la perception spirituelle de Steiner. Il percevait dans le monde de l'esprit, et il arrive à montrer des choses qui étaient totalement invisibles pour son époque, et qu'on arrive aujourd'hui à montrer de manière très concrète. J'aime bien aussi cette phrase. Dans notre travail, là, comment est-ce qu'on regarde le paysage? C'est pas seulement pour provoquer un petit peu de stimulation d'immunité. Non, on ne vit pas que de pain. On vit aussi d'impressions sensorielles qui nous nourrissent consciemment ou inconsciemment. On intériorise le paysage. Et les vaches aussi, elles intériorisent le paysage. J'y reviendrai. Donc diversité botanique à créer, à accompagner, les plantes spontanées, c'est merveilleux. Vous voyez, quand on a des plantes très diverses, eh bien on a des systèmes racinaires qui explorent le sol de manière très différente. Et ça, c'est important pour la santé, pour la remontée des éléments nutritifs. Diversité animale, dans et autour des vignes, pourquoi pas les volailles, les abeilles, le cheval, l'aménagement de refuge pour les auxiliaires, les oiseaux, particulièrement les nocturnes, tous les gens qui pleurent avec Eudémis et Cochylus, mais qui implantent donc des nichoirs à chauves-souris, elles vont jouer un rôle de régulateur extraordinaire. Mais pour ça, il faut des arbres, sinon ça ne marche pas. Il y a tout un travail encore à faire. Ah, respecter au mieux les rythmes cosmiques de base. Je ne vais rien dire de plus que ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, mais je vais insister sur ce qu'il a évoqué. Il a évoqué aujourd'hui cette prison qui est en train de se constituer autour de nous. Ici même, dans cette salle, avec ces micros, avec nos téléphones portables, on est dépendant d'un monde des fréquences, des cadences. Comment travailler avec les rythmes? Aujourd'hui, comment refuser l'empoisonnement qui vient dans nos vignes à partir des protéodies, par exemple. La musique en boîte. Jouez donc en live dans vos vignes. Chantez. Mais arrêtez ces stupidités. Excusez-moi, je suis un peu violent parce que ça monte en moi quand je vois ça. C'est une incompréhension totale de ce que sont les forces formatrices par rapport aux forces de la sous-nature dont parlait Steiner. Sur au cosmos, l'axe poisson vierge. Vous voyez, c'est le petit dessin qu'avait fait Steiner dans son carnet de notes. Et il voit ces forces des poissons, ces forces de la Vierge, comme des forces de régénération. Il a indiqué aux médecins que c'était l'axe thérapeutique, les organismes vivants ouverts aux forces de régénération, aux forces thérapeutiques dans ces horaires-là. Horaires du matin, horaires du soir, horaires bien sûr du printemps et horaires de l'automne. Alors un projet pour l'avenir, l'organisme agricole individualisé. Si on va vers l'organisme agricole, mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un point de départ. On ne commence pas la biodynamie par ça. On chemine vers un organisme agricole individualisé. Et à quelle échelle? Est-ce que c'est l'échelle d'un vigneron? Est-ce que c'est une échelle locale? Est-ce que c'est l'échelle d'un terroir? Mais dans l'organisme, tout est simplifié. On trouve tout pour la thérapie du sol, du végétal, des animaux et aussi de l'être humain. Le lait, le petit lait, le miel, la propolis, les plantes médicinales du jardin, les plantes sauvages et les légumes et céréales cultivés. On trouve la bouse pour la fumure, les organes indispensables aux préparations, la présence équilibrante du monde animal, vaches, abeilles, oiseaux, papillons, larves, vers du sol. On peut même y trouver des arbres fruitiers, forestiers, en arbres isolés, en bosquets, en zone de forêt. Même l'idée géniale de Steiner, il dit, mais laissez donc se développer des zones humides, des Aue, prairies humides, comme il disait. Et là, les champignons, ils vont pouvoir s'exprimer, ils vont pouvoir être heureux, ils vont se développer, et ils vont lâcher le froc à vos cultures, à votre vigne,
Ils vont les... Voilà. Ils se répartissent des grands ensembles dans la nature. Alors, quelquefois, je suis surpris. Moi-même, dans ce que je viens de dire, on cite en accumulant les choses, en accumulant les plantes, en accumulant les animaux. Je vois même des gens qui essayent de faire des ménageries dans leur ferme. Mais qu'est-ce que c'est le sens de ça? Alors, il faut que vous relisiez la deuxième conférence du cours aux agriculteurs de Steiner. Dans la deuxième conférence, il y a des clés extraordinaires sur ce qu'est l'organisme agricole, sur ce que sont les relations entre un sol, entre des plantes qui y poussent, des animaux qui consomment ces plantes et qui vont au travers de cette rencontre avec la plante, avec le paysage, avec le lieu, avec, vous savez, l'air qu'ils respirent par leurs naseaux superbes. Vous avez des poètes qui ont exprimé ça. Les secrets dorment dans les herbes. Les vaches les connaissent bien, mais muettes comme les herbes, font semblant, le regard au loin, de ne jamais penser à rien. C'est vraiment tout le métabolisme de la vache. Steiner appelait ça l'analyse cosmique qualitative. Qu'est-ce que ça veut dire? Difficile de fréquenter ça. Il veut dire simplement que les animaux, ils ressentent tout ce qui se passe dans leur environnement, qu'ils le métabolisent dans leur immense appareil digestif, qui renvoient ces gaz de la digestion dans leur sinus, dans leur corne. Et là, ils font ce que vous faites tous, la rétro-olfaction. La rétro-olfaction bien plus précise que l'olfaction directe. Les vaches, elles font de la rétro-olfaction tous les jours. C'est magnifique. Et cette information-là, qu'ils reçoivent, qu'ils condensent, elle est renvoyée dans leurs excréments, dans leur système digestif. Et c'est des forces qui sont des forces compensatrices, qui viennent guérir le lieu. Il va encore plus loin que ça, je t'ai dit. Il dit, le produit de cette analyse cosmique qualitative, ça vient compléter ce qui s'est chaotisé. Qu'est-ce qui s'est chaotisé? Il l'évoque 4 pages avant, en disant, voyez, nous on connaît le chaos dans la graine, dans la fleur, la rencontre entre gamètes mâles et gamètes femelles, c'est quelque chose qui crée cette situation, vous savez, de méiose, mitose, réorganisation des gamètes, etc. C'est de là que naît une nouvelle vie. Il dit, mais c'est pas ça du tout. La vraie fécondation, elle n'est pas là. Elle est vraie quand une graine vient rencontrer la terre-mère, un principe cosmique masculin, qui vient rencontrer l'universel féminin. Et quand cette graine, elle germe, quand elle entre en germination, elle est capable de se relier jusqu'au plus lointain de l'univers, jusqu'aux étoiles qui sont les porteuses, en fait, de l'idée des plantes, du modèle, de l'archétype des plantes. Et il dit, ah oui, ce qu'a fait la vache dans l'analyse cosmique qualitative, ça vient compléter ce qui s'est chaotisé. C'est pour ça que dans la millénamie, sans cesse, dans ce lien entre Terre et cosmos, avec un monde de spirales qui commencent par la grande spirale solaire que décrit le Soleil et le système solaire dans la galaxie, les plantes avec leur développement spiral, les vaches avec leurs spirales qui sont partout, depuis le mouvement de la langue qui prend les plantes, depuis les cornes, depuis le métabolisme digestif dans la spirale intestinale, depuis la bouse elle-même qui est spiralée, et nous on va placer ça dans la corne elle-même spiralée, on va brasser ces préparations dans le tonneau à brasser, et on va permettre par cette action délibérément réalisée par l'être humain, une future évolution des plantes. C'est ce qui passe de la nature à la culture. On n'est pas dans une agriculture naturelle avec la biodynamie, on est dans une agriculture de culture. Donc je voudrais finir, il me reste combien de temps, ça dit? Oui. Je voudrais finir par vous montrer, ça c'est un peu tôt, un essai que nous avons mené cette année, parce que je pense que cet essai est capable de susciter de l'enthousiasme. C'est une première année de biodynamie, chez des gens qui sont en culture biologique soignée depuis une douzaine d'années. Matériel et méthode, dynamiseur en cuivre, 110 litres, modèle Ecodine de type australien, avec inversion rythmique du mouvement par palpeur, eau de source de terrain granitique, pH en 6,5, eau de pluie bien conservée en cuve béton affranchi, chauffage de l'eau à 36,5, la température approximative du corps humain avant brassage, par drapeau sur échangeur, bouse de corne, préparée cette fois, colloïdale, bien conservée par la voie humide,
100 grammes par hectare, 35 grammes par hectare pulvérisé. Silice de corne, 501, issu de cristaux de quartz cueillis en haute montagne dans les Alpes et broyés très finement jusqu'à l'état colloïdal. 4 grammes par hectare, 35 litres par hectare. Valériane, 507, réalisé par cueillette des pétales et macération solaire, 5 ml par hectare après grêle, et aussi pour les greffes avant mise en chauffe, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Pulvérisation manuelle, pulvérisateur dorsaux en cuivre. Respect des rythmes, eh bien, ces horaires, poisson vierge. Début du brassage après 17 heures pour la 500 préparée, au lever du jour pour la 501. Pas de travail avec les préparations les jours de nœuds et d'éclipse. Si on regarde comment les préparations ont été passées, il y a une décoction de prêle le 9 avril en lune cancer, jour feuille, 6 jours avant la pleine lune de Pâques. Ce n'est pas un jour spécialement bon, le lune cancer, mais je le note. J'aime bien savoir comment font les gens. Quelquefois, ça libère des préjugés. 500 préparés le 17 avril, lune balance, c'est jour descendant, veille du vendredi saint, haute source avec le granit de granit. 501 le 20 mai, lune capricorne, jour racine descendant, haute pluie. Ce n'est pas nécessairement un jour bien placé, mais ça demandait. Et puis 501 le 27 août, lune lion, il y a des gens qui sont très contents, jour fouille descendant. Et puis une dernière 501 avant vendange, le 6 septembre, lune capricorne, jour racine descendant, avec de l'eau de pluie. On a exploré 2 parcelles qu'on a beaucoup photographiées, c'est des gens qui sont à 15 km de chez nous. C'est la première fois que j'arrive à suivre un essai de manière intensive. Souvent, je vais chez des gens, je prends des photos de départ, puis je prends des photos un an après. Puis j'ai des parcelles où je peux comparer. Et là, c'est la première fois que je pouvais y aller tous les mois, et puis regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas facile avec les lampes là, mais vous voyez ici, il y a 8 rangs qui ont été conduits, qui ont reçu les préparations biodynamiques, jusqu'ici. Est-ce que vous voyez que la couleur du sol, elle est très différente, ici et là? Est-ce que vous voyez que les lignes de plan sont ici beaucoup plus développées dans cette partie-là? On va le voir ici encore mieux. J'ai mis des petits caches, ces caches, ils ont la même couleur. Et vous voyez qu'ici, par comparaison, on voit le sol plus clair. On voit ici le sol plus foncé. Ça nous a stupéfait. En 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Et regardez le développement des plants. On a fait beaucoup de profils, on a regardé d'un bout à l'autre de la parcelle, et toujours on trouve cette différence énorme. Vigne adulte est au 15 juin. Donc ici, pour dire, ça c'est la partie bio, ça c'est la partie biodynamique. Ce qu'il faut comparer, c'est ces 3 rangs-là. C'est du 3309 comme ça. Alors qu'ici, à partir de là, on est sur du 161,49. Mais vous verrez qu'à l'examen, ils ont peu de différence. Même avec les cristallisations sensibles, on verra peu de différence. Pour les sols, c'est à couper au couteau entre biodynamie et biologie. Bon, déjà, on voit, et ça nous a beaucoup inquiété, cette espèce de survigueur qui est liée à la partie biodynamique le 15 juin. Par rapport à... Ici, c'est pas rogné, hein, c'est pris le même jour et ça n'a pas été rogné. Vous voyez ici, biodynamique, biologique. Inquiétude, c'est trop. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a trop boosté par un sol qui se développe trop rapidement? C'est des questions. En tout cas, les sols, ils ont vraiment des comparaisons en quelques mois, quoi, spectaculaires. Alors, on va aller voir ça au 1er août. 1er août, très intéressant. On retrouve toujours... À partir de mon 8e rang, vous allez trouver la zone plus claire par rapport à la zone plus foncée et un développement des plants qui est plus important. Il ne faut pas regarder tous les plants, il faut regarder les 6 premiers, c'est du chardonnay. 1er août, les vignes adultes. On a ici dans la partie biodynamie un port intéressant, un feuillage assez aéré. Dans la partie bio, on voit que le plan de palissage, il y a quelque chose qui est plus étroit, si vous voulez. Et puis les couleurs du sol qui sont différentes. 11 septembre, il y a eu un dernier traitement au cuivre le 26 juillet, 110 grammes de cuivre métal sous forme de bouillie bordelaise, 2 passages de silice de corne en plus sur les vignes adultes. Là, ici, on maintient la différence qui est là. Ici, on amorce une maturité du feuillage beaucoup plus importante dans la partie bio, et ça nous inquiète, en se disant mais qu'est-ce que ça va donner? Or, à la dégustation des baies, au contraire, ici on a des pépins qui sont plus mûrs, on a quelque chose, des maturités phénoliques qui sont plus accomplies. Vous voyez la différence qui est assez importante aussi dans l'enherbement. Les enherbements sont différents, les styles sont vraiment différents.
Les observations de terrain sont confirmées par le comportement de la vendange en cave. Les deux modalités de la parcelle de chardonnay ont été vinifiées séparément, après une récolte effectuée une journée d'écart. Acidité plus grande, c'est pas beaucoup, hein, 0,10 points de pH, plus faible, et azote assimilable plus élevé en biodynamie. Les cinétiques de fermentation sont au départ différentes, puis comparables ensuite. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus aromatique, plus floral sur le bio, ce qui est préféré par beaucoup de personnes qui viennent déguster, mais plus de tension, plus d'acidité avec une plus grande longueur en bouche sur la biodynamie, qui est préférée par les experts, à confirmer. Alors on va aller au 10 octobre. Ah mais au 10 octobre, mais on continue. C'est-à-dire ici, vous avez vu la différence dans le feuillage. On a ici quelque chose qui va faire une mise en réserve plus grande. Fin de saison, 11 novembre. Alors là, c'est très intéressant. Vous allez voir que ici, toutes les feuilles de la partie bio sont tombées prématurément, par aussi du milieu, et toutes les feuilles de la partie biodynamique, elles sont là présentes. Vous les voyez? Là, ici, c'est spectaculaire. Le comportement, la qualité des bois, on va la voir tout de suite. Les bois, beaucoup plus gris, plus faibles. Dans la partie biodynamique, on a des bois rouges, on a quelque chose qui... Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui s'est marqué depuis le 17 avril? Donc vraiment encore, cet emmerdement, ces différences vraiment spectaculaires. Et alors on a fait des expériences intéressantes. Là ici, il y a un engrais vert qui a été semé, du seigle. Et alors vous regarderez ici, jusqu'au 8e rang, je ne sais pas où il est là, le 8e rang, c'est facile à voir. Hein. Regardez comment les couleurs sont, la couleur du sol, la couleur de l'herbe. Quand vous regardez ici, dans la partie biodynamique, le prélèvement, le sol, qui est vraiment développé, grumeleux, ici, compact. Les pousses sont plus claires, plus longues, d'ailleurs, c'est étonnant, ici plus trapues. Et alors on a fait une expérience étonnante. On a fait des prélèvements de sol pour les amener au laboratoire, je vais vous montrer les résultats tout à l'heure. Et puis nous-mêmes, on pratique des morphochromatographies et des analyses avec la bioélectronique de Louis-Claude Vincent. Et pour faire ça, il faut faire sécher les échantillons. Alors on a fait sécher les échantillons dans des coupelles sur un poêle de masse, chauffé 40 degrés pendant toute la nuit. Puis pendant la nuit, je me suis relevé à 4 h du matin pour voir ce que ça donnait. Et alors, l'échantillon qui était ici biodynamique, qui était beaucoup plus sec au toucher, quand on pose la main, c'est ressuyé. Et l'autre, ça colle au doigt. Et bien celui-là, il ne voulait pas sécher. Mais c'est formidable. Ça veut dire que vous avez une eau intégrée, quelque chose qui va pouvoir être restitué dans les conditions de sécheresse. On a fait des morphochromatographies. Bon, on pensait que ça pouvait être aussi mauvais. Vous m'excuserez, je dis des choses crûment, mais ça nous a sidérés. Si vous regardez la parcelle de chardonnay, on a fait pareil. On a vu que les feuilles et les matières organiques étaient plus décomposées, sol plus sombre, mieux structuré, le sol plus rouge, plus cru, comme on dit, dans la partie biodynamique. Et là aussi, on va voir des images de morphos vraiment extrêmement différentes. On a fait un travail de bioélectronique, et là, très surprenant, on identifie plus les parcelles que les différences entre les modalités biodynamiques, sauf pour le pH. Petite diminution du pH, mais c'est intéressant. Régulé. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui sont dans des sols très acides, où sans avoir amené d'éléments alcalins, calcaires, on a des remontées du pH uniquement par l'action des préparations dynamiques. Une méthode régulatrice, ça c'est extraordinaire. Alors là, je vous livre les analyses. J'ai travaillé là-dessus hier dans le train pour venir, parce qu'il y a eu des problèmes avec le laboratoire. Et alors, des choses extraordinaires, vous voyez. 3,41 sur la partie bio, on est passé à 5,11 sur la partie biodynamique. 2,70 sur le chardonnay, 4,15 sur la partie biodynamique. Là aussi, les pH, c'est très peu significatif, hein, mais 8,10, 8, 8,40, 8,30, on a une petite différence. Donc en 8 mois, on a ces colorations différentes. C'est baisse du pH, augmentation de matière organique de 1,45 à 1,7 points. J'ai fait des études agronomiques. Je connais le coefficient isohumique, le coefficient K2. C'est impossible, ces données-là. Pourtant, c'est la réalité. On est allé plus loin, on a fait compartiment vivant, la biomasse microbienne. Et là, c'est spectaculaire, parce que vous voyez que la biomasse microbienne, on passe de 326 à 600 dans la biodynamie, 338 à 570. Alors, ce qui est miraculeux pour moi, c'est que même les éléments NPKCa, magnésium, eh bien, en fait, ils vont être stockés dans la biomasse microbienne, donc disponibles. Ils vont être mais quasiment doublés
uniquement avec les pratiques biodynamiques. On passe de 86 à 158, de 89 à 150, 66 à 122, 69 à 116. Pour le potassium, 56 à 103, 58 à 98. Et donc la fourniture annuelle d'azote, 49,1, 72,2 en biodynamie, 50,4, 80,3. Je sais bien que Nicolas n'aime pas les chiffres. Je suis désolé. Mais moi, ça m'enthousiasme. Vous comprenez ça? Parce que ça traduit la puissance de cette méthode. Et je voudrais vous parler du changement climatique pour finir. Vous savez que c'est la deuxième chose qui est préoccupante avec ces problèmes de renversement des polarités, pôle nord, pôle sud, avec ce problème des ondes électromagnétiques. Mais nous sommes dans une difficulté qui est gigantesque. Montée du niveau des océans et changement climatique. Alors j'ai calculé ces petites bricoles, là, lisez pas tout. Mais là, j'ai fait des calculs. Des calculs pour... voilà, si on admet que 1,5% de matière organique en plus sur une profondeur d'1 mètre, c'est 180 tonnes de matière organique. Donc environ 104 tonnes de carbone, 386 tonnes de CO2 par hectare qui sont fixées. Alors ça ne va sûrement pas s'accroître dans le temps. Je connais des expériences comme celle-ci, j'en connais d'autres, avec quelques chiffres, en Australie, dans notre contexte chez Marc Guillemot-Michel à Clessé. Mais si vous prenez l'ensemble de la surface terrestre, 51 millions d'hectares, la SAU, c'est 5 millions d'hectares. Garder 1,5% de plus de matière organique dans les sols sur une profondeur de 1 mètre, dans 1% seulement des sols cultivés, ça représente 100 tonnes de carbone, fois 50 millions d'hectares, 5 milliards de tonnes de carbone, 5 gigatonnes. Et nous, ce qu'on expédie en trop dans l'atmosphère, c'est 2 à 4 gigatonnes par an. Il faut prendre conscience de ces chiffres, il faut prendre conscience de la responsabilité qu'on a pour développer ces méthodes. Elles ont un sens, pas un sens seulement pour améliorer la qualité du vin, elles ont un sens vraiment à l'échelle planétaire, à l'échelle de la survie de l'être humain sur Terre. Après ce galop d'essais, bien évidemment, tout le domaine est passé en biodynamie. Je vous montre là ici des essais qui sont faits sans compost, c'est ça qui est intéressant. Sur 10 ans, on passe de ce type de sol à des sols qui sont humifiés et brunifiés jusqu'à la roche-mère. Ici aussi, on a ça en Australie avec des évolutions qui représentent plus de 1000 tonnes de CO2 par hectare stockées dans la biomasse microbienne. Merci de votre attention.